Radio Classique, l'édito politique avec Le Figaro. Et donc avec François-Xavier Bourmeau encore ce lundi matin. Bonjour François-Xavier. Bonjour Bernard. Le dispositif de Monsieur Macron pour l'éventuelle réélection, éventuellement, n'est-ce pas, en 2022, le premier tour ce sera en avril 2022, se met petit à petit en place. Prochaine étape les 9 et 10 septembre prochains avec l'élection du président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. On sait qu'il y a d'ores et déjà plusieurs candidats. Et selon vous, François-Xavier, c'est une étape très importante pour le président de la République, mais aussi très complexe à gérer. Pourquoi ? Oui, il y a 4 mois, au début de la crise du coronavirus et du confinement, Emmanuel Macron avait promis de tout réinventer, à commencer par lui-même. Il a tenu parole, il a changé de Premier ministre, il a changé de ministre, il a changé ses équipes à l'Élysée, il a réajusté sa politique, mais il lui reste encore 2 étapes pour aller au bout de sa promesse. Sauf que pour réussir, ça dépend plus tout à fait de lui. C'est-à-dire ? Dans la Ve République, quand vous êtes au pouvoir, votre puissance, votre capacité à réformer, votre force d'entraînement, tout cela dépend d'une sorte de carré magique qui ne fonctionne que lorsque les 4 côtés sont en place. Le pouvoir, c'est d'abord la présidence de la République. Tout part de là. Oui. Ensuite, il y a le Premier ministre et son gouvernement. Ce sont eux qui gèrent la mise en œuvre de la politique du président. Il y a aussi le parti majoritaire, celui dont est issu le président et qui a contribué à le faire élire. Pour l'instant, c'est pas forcément la priorité d'Emmanuel Macron, mais s'il va bien falloir trouver quoi faire de ce mouvement pour 2022, alors qu'il a quand même beaucoup perdu de lustre depuis 2017. C'est un parti à réinventer, mais c'est pas la priorité du moment. Donc pour l'heure, l'urgence, c'est le 4e côté du carré, la majorité à l'Assemblée nationale, celle qui vient du parti et qui valide, amende ou corrige les projets du gouvernement. Dans la Ve République, quand ces 4 éléments sont en place, vous n'avez aucun problème. En revanche, quand ils sont pas alignés, c'est généralement la catastrophe assurée. On l'a vu sous François Hollande avec les frondeurs, qui ont largement contribué à provoquer sa chute, sur fond de contestation de la politique conduite à Matignon par Manuel Valls. Le parti, la majorité, le Premier ministre et le Président de la République n'étaient pas en phase et résultat, le carré magique s'est effondré. Mais alors, si on en revient à Emmanuel Macron et à sa situation actuelle, où en est-il ? On n'imagine pas Monsieur Castex, par exemple, le contester alors qu'il vient d'être nommé à Matignon, et son parti, La République En Marche, n'a pas l'air d'avoir vraiment réussi à s'installer dans le paysage, et de plus, sa majorité à l'Assemblée n'est plus aussi solide qu'avant, tout de même si elle reste correcte. Oui, c'est vrai, mais ce qui est en train de se jouer en ce moment et qu'Emmanuel Macron surveille comme le lait sur le feu, c'est justement la solidité de cette majorité à l'Assemblée nationale. C'est le côté le plus délicat du carré magique qu'il essaie de construire, parce qu'il n'a pas entièrement la main dessus. On a vu qu'avec la réforme des retraites, la politique sécuritaire ou encore les choix économiques d'Emmanuel Macron, un petit vent de fronde s'est mis à souffler dans la majorité. C'est un peu passé sous les radars pendant le confinement, mais La République En Marche a perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le parti d'Emmanuel Macron, aujourd'hui, il a plus que 285 députés, alors que le seuil de la majorité est fixé à 289, et il en détenait 313 en 2017. Et tout cela, bien sûr, attise les envies de révolte, sans doute, chez les députés macronistes, j'imagine, non ? Oui, parce qu'il y en a qui commencent à se demander si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et d'ailleurs, ça n'a pas échappé à Patrick Mignola, le patron des députés MoDem, qui a expliqué la semaine dernière qu'il aimerait bien élargir son groupe. C'est tout sauf innocent, parce que depuis que La République En Marche n'a plus la majorité, Emmanuel Macron se retrouve dans les mains de ses alliés à l'Assemblée. Le MoDem de François Bayrou, donc. Sans eux, pas de majorité, pas de 4e côté du carré magique, et donc la crise politique. Bon, on n'en est quand même pas exactement là, tout de même, non ? Non, bien sûr, mais il faudra quand même regarder de très près l'élection du président de groupe LREM à l'Assemblée, parce que le résultat donnera une indication sur l'influence d'Emmanuel Macron dans l'hémicycle. Normalement, le président de la République ne s'occupe pas de ses affaires. Difficile quand même de croire qu'il n'ait pas validé le départ de Gilles Legendre, alors qu'il explique partout qu'il veut tout reconstruire. Pour l'instant, il y a 3 candidats qui émergent. François de Rugy, l'ancien président de l'Assemblée nationale qui a démissionné après l'affaire des homards, la fameuse affaire des homards. C'est une candidature qui a un goût de revanche, mais qui serait sans doute pas défavorable au chef de l'État. Tout comme celle de Christophe Castaner, l'ancien ministre de l'Intérieur qui s'est pas déclaré officiellement, mais qui mène une campagne active en coulisses. S'il est élu, ce serait le signe de la mainmise d'Emmanuel Macron sur le groupe. Et puis il y a aussi Aurore Berger, l'ancienne de la droite juppéiste, passée chez Macron et qui revendique une certaine forme d'indépendance par rapport au gouvernement. Que ce soit l'un de ces 3 ou même un autre, le carré magique, mais il n'aura pas la même forme au bout du compte. Il conditionnera sans doute l'équilibre d'Emmanuel Macron pour la fin du quinquennat. Nous verrons cela. Merci beaucoup François-Xavier Bourmeau du Figaro qui revient demain. Même heure, même antenne. Pour l'heure, il est 8h18. Voici l'invité de la rédaction ce lundi matin. Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette. À proprement parler, ce n'est pas un invité politique,
Quoique, dirais-je. Alexandre Jardin, romancier. Pourquoi on l'a invité? Parce que Albin Michel publie son dernier livre qui s'appelle Française. Alexandre Jardin, bonjour. Bonjour. Merci d'être là en studio. Est-ce que je me trompe en disant que Française, c'est le roman de 3 sœurs, donc Cerise, Cindy et Kelly Francoeur? Est-ce que, comme vous le dites d'ailleurs un petit peu partout dans la presse, c'est le roman des gens simples privés de vie simple? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là? Quand on écrit, en tout cas quand j'écris, j'essaye de prendre des libertés. Oui. C'est votre liberté de romancier, absolument. Et en écrivant Française, j'ai pris la liberté d'écrire sur une héroïne qui parle absolument cash de la réalité qu'on ne voit que très peu dans nos médias parisiens. C'est-à-dire le mode de vie réel de notre peuple. Alors je précise que parmi les 3 sœurs, il y en a une qui ressort, bien sûr, c'est Kelly. C'est Kelly. C'est elle, le personnage central du roman. Qui est une vraie femme question. C'est-à-dire que c'est une femme très inconfortable parce qu'elle est d'une vérité extrême. Et qu'elle dit aux hommes, notamment, leurs 4 vérités. Elle n'hésite pas à gifler lorsqu'un homme le mérite. Et j'ai voulu écrire le roman vrai des classes populaires. Et au fond, j'ai voulu revenir au grand roman français du 19e siècle, où la littérature jouait ce rôle-là, où il y avait plein de romanciers qui, tout à coup, se sont mis à parler, au 19e siècle, de ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque les invisibles, tous les Zola, les Victor Hugo et autres. Et je me suis rendu compte que notre littérature ne parlait plus du peuple. Oui, enfin, peut-être qu'elle en parle moins, mais elle en parle toujours de Quasiment manière... pas. Quasiment pas. Quasiment pas. Vous. Quasiment pas. Je parle vraiment du peuple. C'est qui le peuple? C'est l'énorme majorité des gens qui vivent en dehors du périph'. Oui. Je veux dire d'abord. Bien sûr. C'est tout d'abord cette France qui de temps en temps... C'est 45 millions de Français. Oui. C'est l'énorme France de la ruralité, l'énorme France de nos banlieues. Ce sont des gens qui vivent dans un système, le système français, qui rend fou. Qui rend fou parce qu'au quotidien, et c'est ce que je raconte dans ce roman, je parle de leur quotidienneté. Comment en vrai ça fonctionne. Et mon héroïne est attrapée dans le système français, elle essaye de vivre, et à un moment elle n'en peut plus. Alors, ce système français que vous décrivez à travers justement le destin de Cerise, Cindy et surtout Kelly, mais c'est épouvantable ce que vous décrivez. On a l'impression de vivre dans un pays complètement fou, complètement déconnecté. Par exemple, au début du livre, quand même, Kelly, elle est violée. Et elle ne dépose pas plainte parce qu'elle dit de toute façon ça sert à rien. Sous-entendu, les policiers ne feront rien. Mais c'est inimaginable de dire un truc pareil. C'est pas vrai. Tapez sur Google, vous verrez le nombre de viols qui sont effectivement poursuivis. Non mais, à partir du moment où on a un vrai problème, vient déposer plainte, les policiers enquêtent. Après, ça aboutit ou ça n'aboutit pas. Oui, mais on a un vrai problème en France sur cette question-là. Je veux dire, on a un véritable problème. Pas que sur celle-là. Je veux dire, je vais vous prendre un exemple. Il y a par exemple la meilleure amie de Kelly est infirmière, elle est d'origine étrangère, et au bout de 20 ans, elle veut être naturalisée, elle est mariée à un Français, et c'est un cas réel. Tout ce que j'ai mis dans Française, ce sont des cas réels. Elle demande la naturalisation et on la lui refuse parce qu'elle travaille trop. Elle est dans l'illégalité. Or, toutes les infirmières bossent trop, tout simplement parce qu'il n'y en a pas assez dans les services d'urgence. Alors, il y a aussi un autre cas dans le livre où l'administration tatillonne à l'excès, interdit à l'une des 2 autres sœurs d'ouvrir une boutique parce que le plan incliné n'est pas exactement à moins 0,8 degrés, exactement comme il devrait l'être. Enfin, ce sont des réglementations administratives absurdes. Oui, qui sont folles. Mais qui sont folles. Mais qui sont folles. Et pendant la crise Covid, la France que je décris dans Française, elle a été à son maximum. Lorsqu'un groupe, je prends un exemple tout bête, quand le groupe Clarins s'est mis à produire des gels, parce que la France en manquait, les ARS ont d'abord refusé parce que la formule n'était pas là-bas. Je veux dire, ils ont été obligés de livrer avec leur camionnette auprès des urgences. La chape de plomb administrative est totalement devenue folle. Oui, Alexandre Jardin, je veux bien, mais... Alors, pour vous, peut-être que c'est pas grave, mais pour ceux qui vivent... Non, mais pour moi aussi, c'est très grave. Non, mais pour n'importe quel Français. Voilà. Mais je suis d'accord avec vous, Alexandre Jardin, et je suis pas d'accord avec vous. Parce que, par exemple, le Covid-19 a fait la preuve, après les errements du début, le masque, pas masque, ça sert à rien, et puis finalement, faut le mettre, etc., a fait la preuve quand même que l'État soutient tous les Français, parce qu'il y a eu le chômage technique, parce que les gens qui ne travaillaient pas ont quand même reçu des subsides, etc. Cette mesure est formidable. C'est pas rien. Non, mais je vous dis pas que... Je vous dis qu'en revanche, si les territoires n'avaient pas pris les choses en main, ça aurait été une catastrophe. Oui. Parce que cette crise a révélé, heureusement qu'on avait nos communes.
Je veux dire, heureusement que les maires, mais heureusement que les élus locaux ont pris les choses en main, parce que l'État central a globalement complètement merdé, tout le monde le savait. Au début, oui. Et pendant des mois. Pendant des mois, ce sont les communes qui ont tenu. Et ce que je montre dans Française, c'est à quel point c'est à la fois un pays devenu fou, mais pourquoi pensez-vous qu'il y a eu les gilets jaunes? C'était pour rigoler? Non, mais c'est la logique parfaite. Non, mais pourquoi? Oui. Or, à côté de ça, il y a aussi ce que je montre dans Française, une vitalité dans nos territoires. C'est-à-dire une puissance d'initiative municipale, une puissance d'initiative... Pourquoi vous dites territoire et pas province, Alexandre Jardin? Ça m'énerve. Parce que c'est un mot de parisien. Quoi? Province? Oui. Mais c'est absolument pas péjoratif. C'est comme quand on dit paysan, eh ben non, maintenant il faut pas dire ça, il faut dire agriculteur ou exploitant agricole. Et c'est des paysans. Moi j'aime nos territoires, à la folie. Moi j'adore nos provinces. Oui, vous êtes parisien. Non, je suis pas parisien, je suis lillois. Oui, mais d'adoption, on est à Paris, là. Mais vous aussi, d'accord. Oui, mais je me suis beaucoup... tous les deux provinciaux. Oui, mais en écrivant Française, j'ai pu mettre dans un roman m'aligner avec 20 années d'engagement. Oui. D'engagement social, aux quatre coins du pays, dans nos toutes petites communes, dans tous nos territoires. Notamment pour la lecture des enfants et cette merveilleuse association. Lire et faire lire, on fait lire 750 000 enfants, absolument, avec plus de 20 000 retraités bénévoles. On a multiplié les initiatives très concrètes, et c'est comme ça que j'ai découvert ce pays. Véritablement, ce pays, pendant les 20 années d'engagement. Et à un moment, je voulais que ça sorte en littérature. J'avais envie de hurler ce que je voyais. Et dans un premier temps, vous avez essayé de rentrer en politique d'ailleurs, peut-être après avoir vu la réalité française. Mais parce en 2017, vous avez été candidat, vous n'avez pas eu les parrainages, mais enfin vous vouliez y aller. Je voulais faire peser les territoires, je voulais faire peser les communes. Le système centralisé français. Jean Castex, si vous nous écoutez, il faut le recruter parce qu'il est vraiment de votre côté. Non. Non, c'est le maire du Conseil d'État. Ah non, d'accord. Je vous parle des vrais. C'est-à-dire de ce qui se passe en vrai. Ouais. Je veux dire, demander au maire de Cannes ce qu'il pense du centralisme français, demander à la maire de Nantes, demander au maire de Bordeaux, demander au maire de Grenoble, demander au maire de Lyon, demander ce qu'il pense du centralisme français. Mais la loi de décentralisation, elle a 40 ans, elle était portée par monsieur Gaston Defferre, elle existe toujours. C'est une plaisanterie. Une région française, ça pèse 10% en budget d'un land allemand. C'est une plaisanterie. Et regardez comment un système décentralisé affronte la crise. Comme l'Allemagne. Je veux dire, ce pays, ce roman de nos territoires, à travers ces trois nanas, qui ont une vitalité, mais du diable, je l'ai écrit avec jubilation. Oui, ça se voit. Mais avec jubilation, d'abord parce que j'aime les femmes questions, j'aime les femmes culottées, j'aime les femmes qui disent la vérité, j'aime les femmes qui emmerdent le monde parce qu'elles osent être elles-mêmes. Et Kelly, c'est ça. Et c'est ça dans un langage qui n'est pas le langage de mes romans précédents, parce que j'ai voulu mélanger la langue populaire à la langue au grand français. Elle est professeure de français. Ouais. J'ai voulu réinventer ma langue. Et ce qui est merveilleux en ce moment, c'est que ce livre fait un carton sur les réseaux sociaux. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle tout simplement parce qu'il y a un pays qui se reconnaît dans cette fille. En 2022, Alexandre Jardin, si c'est Macron-Le Pen au second tour, vous y allez pas? Ou vous votez? Mais la question avant de parler de 2022, que va-t-il se passer cet hiver? Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez réellement, quand on aura pris des centaines de milliers de chômeurs, on aura un pays tranquille? Sans doute pas. Donc, ce roman, je l'écris au cœur d'une crise. Alors, pour l'instant, le pays est encore sous morphine avec du pognon public. Oui. Mais il y a bien un moment où ça va se débrancher. Écoutez, en tout cas, voilà, c'est un livre qui énerve, qui séduit, qui exalte. Ça s'appelle Française. Ça vient de sortir chez Albin Michel. Son auteur, Alexandre Jardin, était sur Radio Classique ce matin et je l'en remercie. Merci. Bonne journée à vous, Alexandre Jardin. Merci infiniment. Il est 8h27. Tout de suite, nous allons retrouver la note américaine de Laurent Saïm. Michelle Obama, vedette américaine, c'est le cas de le dire, de la première soirée de la Convention démocrate qui débute ce soir à Milwaukee. Bien sûr, Laurent Saïm, nous vous écoutons à ce sujet.